Salut, je m'appelle Men. Et après la mort de ma mère, mon beau-père et ses enfants m'ont regardé droit dans les yeux et ont dit, nous voulons tout. La maison, l'entreprise, le nom, tout. Ils n'ont pas pleuré. Ils n'ont pas fait leur deuil. Ils ont divisé sa vie comme si c'était une vente de garage. Et quand j'ai dit, donnez-leur tout, mon avocat m'a traité de fou. Mes amis m'ont supplié de me battre, mais je suis resté silencieux. Jusqu'au tribunal. Jusqu'à ce que leur avocat tourne une page et que la couleur quitte son visage. Voulez-vous savoir ce qu'il y avait sur cette page? Voulez-vous savoir ce qu'ils ont signé, pensant avoir gagné? Vous verrez. Mais sachez simplement ceci. Je n'ai pas perdu la raison. J'ai juste arrêté de porter ce qui n'a jamais été à moi de tenir. Les chaises pliantes raclaient doucement contre le sol carrelé alors que les gens commençaient à se lever. Ce son est resté avec moi plus longtemps que les derniers mots du pasteur. Des pieds en métal traînant lentement et prudemment. Comme si personne ne voulait être le premier à partir. Les funérailles de ma mère étaient terminées, mais la salle ne savait pas quoi faire ensuite. Je me suis levé en même temps que tout le monde, non pas parce que je me sentais prêt, mais parce que mon corps suivait mieux les instructions que mon cœur ce matin-là. Des mains ont cherché la mienne. Des visages familiers se sont penchés, offrant des condoléances à voix basse. C'était une femme bien. Elle vous a bien élevé. Elle est en paix maintenant. J'ai hoché la tête. Je les ai remerciés. J'ai écouté de la manière dont on écoute quand on est sous l'eau, conscient du son, mais déconnecté du sens. Ma main droite est restée dans la poche de mon manteau. Mes doigts se sont refermés sur quelque chose de froid et de familier. Un petit trousseau de clés de bureau, des vieilles. Je les portais depuis des décennies, bien après qu'elles aient cessé d'ouvrir quoi que ce soit d'important. Je ne les ai pas sorties. Je n'en avais pas besoin. Le simple fait de les toucher me stabilisait, comme vérifier son pouls pour s'assurer qu'on est toujours là. Le hall de l'église sentait légèrement le café et les lys. La lumière du soleil filtrait à travers les hautes fenêtres, pâle et indifférente. Dehors, le début du printemps avait déjà décidé de passer à autre chose. C'est là que je les ai remarqués. Mon beau-père se tenait près du mur du fond, sa posture détendue, les épaules carrées. Il avait l'air calme, comme un homme qui avait déjà terminé une tâche et se préparait mentalement à la suivante. Ses enfants le flanquaient à quelques mètres de distance, vêtus de noir qui semblait neuf. Il ne parlait pas beaucoup. Il n'en avait pas besoin. Il y avait une aisance entre eux, une confiance tranquille. J'ai réalisé sans surprise que je me tenais légèrement derrière eux, pas physiquement repoussé, juste positionné là, comme ça avait toujours été. Les gens se déplaçaient autour de nous, formant de petits groupes. Un rire a éclaté dans un coin, rapidement étouffé. Quelqu'un a mentionné des projets pour le déjeuner. La vie avait une façon de reprendre son cours, que vous soyez prêt ou non. Mon beau-père a croisé mon regard et a fait un bref signe de tête. Ni méchant, ni chaleureux non plus, juste efficace. Quelques minutes plus tard, il m'a touché le coude et m'a guidé vers un coin plus calme près du porte-manteau. Le mouvement était doux, exercé. Nous nous sommes tenus côte à côte, face à un PAN de mur vide. « Je ne prendrai pas beaucoup de votre temps », a-t-il dit. Sa voix était stable. Pas d'agressivité, pas d'hésitation. J'ai attendu. Nous devrions parler de la succession. Les mots sont tombés nettement. Pas de préambule, pas d'excuses, juste ça. Un instant, je me suis demandé si j'avais mal entendu. Le bourdonnement de la pièce s'est estompé, remplacé par une pression sourde derrière mes oreilles. J'ai regardé son visage, cherchant quelque chose que j'aurais pu manquer. Il n'y avait rien. Il était sérieux. Ses enfants nous ont rejoints, se rapprochant assez pour que leurs épaules touchent presque les miennes. L'une d'elles a souri, le genre de sourire que les gens utilisent quand ils pensent être raisonnables. Nous ne voulons pas que cela se complique, a-t-elle dit. Un autre a ajouté, c'est mieux si nous sommes tous clairs dès le début. J'ai senti ma poitrine se serrer, non pas brusquement, mais régulièrement, comme une vanne qu'on ferme, un tour prudent à la fois. Mon beau-père a de nouveau parlé, cette fois plus lentement. Nous voulons la succession entière, l'entreprise, tout. Personne n'a élevé la voix. Personne n'avait l'air en colère. C'était la partie la plus troublante. Je n'ai pas répondu tout de suite. La pièce est revenue à la mise au point par morceaux. Une tasse de café compose, une fermeture éclair de veste, quelqu'un qui rit à nouveau,
plus fort maintenant. Ça m'a frappé de voir avec quelle facilité le monde continuait de tourner alors que quelque chose d'essentiel se déplaçait sous vos pieds. J'ai pensé à ma mère. Son service n'était même pas encore froid. Son nom résonnait encore dans la pièce. Et nous étions là, à mesurer et à diviser. J'ai gardé le regard droit. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas demandé comment ils pouvaient dire ça aujourd'hui, de tous les jours. Je ne leur ai pas rappelé les années où j'avais travaillé à ses côtés, les nuits où j'étais resté tard, les choix que j'avais faits pour maintenir les choses à flot quand d'autres s'en allaient. Il y avait des raisons pour lesquelles je n'ai pas réagi, de vraies raisons. C'était encore sa journée. J'avais passé ma vie à être celui qui absorbe l'impact pour que les choses ne se brisent pas. Celui qui arrondit les angles, qui maintient la paix, qui s'assure que les problèmes restent gérables. Cette habitude ne disparaît pas simplement parce que quelqu'un dit enfin la partie silencieuse à voix haute. Mes doigts se sont crispés plus fort sur les clés dans ma poche. Elles semblaient plus lourdes qu'avant. Je ne discuterai pas de ça ici, ai-je finalement dit. Ma voix m'a surpris. Elle n'a pas tremblé. On pourra parler plus tard. Cela a semblé les satisfaire. Bien sûr, a répondu rapidement mon beau-père. Un soulagement a traversé son visage. Disparu presque aussitôt qu'il était apparu. On organisera quelque chose. Ils se sont éloignés ensemble, parlant déjà à voix basse, passant déjà à autre chose. Je les ai regardés partir, conscient d'une petite réalisation précise qui se formait sous la surface de mon calme. Ils pensaient que mon silence signifiait mon accord. Ils pensaient que l'homme qui n'élevait pas la voix ne résisterait pas. Ils pensaient que c'était déjà réglé. Je suis resté là un instant de plus, laissant la pièce se vider autour de moi, les clés toujours pressées dans ma paume. Ils pensaient que le silence signifiait la reddition. Je ne suis pas rentré chez moi après les funérailles. Je ne pouvais pas m'asseoir dans cette cuisine silencieuse où sa tasse était encore près de l'évier, ni passer devant le fauteuil où elle pliait le linge avec les nouvelles qui bourdonnaient doucement à la télé. Au lieu de ça, j'ai conduit jusqu'au bureau. Le parking avait le même aspect. Les mêmes lignes délavées, la même rangée de voitures compactes appartenant au personnel de soutien. Je me suis garé à ma place habituelle. L'autocollant sur mon rétroviseur s'était légèrement décollé au coin, comme il l'avait fait depuis des mois. Je suis entré avec mon manteau toujours sur moi. L'air du bâtiment semblait plus froid que d'habitude. Ou peut-être que c'était juste moi. J'ai fait un signe de tête à la réceptionniste, Brenda, qui avait travaillé avec ma mère pendant des années. Elle a souri, crispée et polie. Ses yeux se sont rapidement portés sur son ordinateur, comme si elle ne s'attendait pas à me voir. J'ai pris l'ascenseur seul. Les boutons s'allumaient toujours lentement, une seconde après avoir été pressés. Rien n'avait changé. Et pourtant, tout avait changé. Les portes du bureau se sont ouvertes automatiquement. Ma carte d'accès fonctionnait toujours, pour l'instant. Je suis entré et j'ai balayé la pièce du regard. Des bureaux familiers. La récompense encadrée de ma mère était toujours accrochée au-dessus de la photocopieuse, une de ces plaques dont les gens prétendaient ne pas se soucier mais qu'ils faisaient secrètement. Je suis passé devant mon propre bureau. La porte était ouverte mais quelque chose clochait. La plaque nominative avait disparu. Ce détail m'a frappé plus fort que prévu. Je suis entré. Le bureau était propre. Pas nettoyé, juste vidé, comme si quelqu'un l'avait utilisé temporairement. Ma chaise avait été remplacée. J'ai allumé le moniteur. Mon identifiant ne fonctionnait pas. Je me suis dirigé vers la salle de conférence principale, essayant de retenir le sentiment croissant de déplacement. Sur le tableau blanc se trouvait un tableau d'état de projet que je n'avais jamais vu auparavant. Mon nom n'y figurait pas. En fait, aucune référence à moi nulle part. J'ai vérifié mon téléphone et ouvert l'application de messagerie de l'entreprise. Rien. Pas un seul message de toute la semaine. Ce n'était pas une erreur. C'était un plan. Silencieux, propre, chirurgical. C'est la partie qui m'a le plus piqué. Pas la perte, mais l'élégance de la façon dont ils l'ont fait. Pas de confrontation, pas de réunion gênante, juste une suppression silencieuse. Les décisions nécessitaient maintenant une approbation, mais pas de moi. Les fournisseurs avec lesquels j'avais l'habitude de traiter copiaient maintenant quelqu'un d'autre. Les documents juridiques que j'avais signés des semaines auparavant étaient réacheminés. Ils m'avaient effectivement effacé sans dire un mot.
Les mêmes personnes qui me demandaient tout auparavant évitaient maintenant mon regard dans le couloir. Je suis retourné à ma voiture en silence, agrippant le volant avant de mettre le contact. Mon reflet dans le rétroviseur avait l'air calme. C'était le danger d'être calme. Les gens prenaient ça pour de la faiblesse. Plus tard cette semaine-là, j'ai rencontré Marc, mon avocat. Il était le conseiller juridique de notre famille depuis 20 ans. Il portait les mêmes chaussures en cuir marron qu'il avait toujours portées. Éraflées au bout, mais cirées avec soin. Nous nous sommes rencontrés dans son bureau, les fenêtres entr'ouvertes juste assez pour laisser entrer l'air du Texas, qui portait toujours une odeur de poussière et un vague relent métallique. « J'ai relu le testament », a-t-il dit en joignant les mains. « Votre position est solide. Techniquement, votre mère a tout laissé conjointement en fiducie avouée à votre beau-père, mais ces derniers amendements, ces derniers ajustements qu'elle a faits, n'ont jamais été déposés correctement. » J'ai hoché la tête, sans surprise. « Elle voulait que vous ayez le contrôle de l'entreprise », a-t-il ajouté. « Ces notes sont claires, et franchement, c'est vous qui la dirigez. Vous avez les archives internes, les traces financières, la correspondance avec les clients. Point mais pas sa signature sur la version finale, ai-je interrompu. Non, a-t-il admis. Mais vous avez un dossier solide, très solide, et si nous agissons maintenant, nous pouvons bloquer tout transfert d'actifs supplémentaires. Je vais rédiger une motion d'urgence. Il cherchait déjà un bloc-notes juridique. Je n'ai rien dit. J'ai regardé au-delà de lui la photo sur son étagère de ses enfants, maintenant adultes. Je me souvenais quand il jouait sous son bureau. Vous ne voulez pas vous battre, a-t-il finalement dit, en m'observant attentivement. Ce n'est pas si simple, ai-je dit. Ce n'est pas juste une bataille juridique. C'est un enterrement. C'est le nom de ma mère qui est traîné dans des dossiers, des témoignages, des communications de pièces. Vous savez comment ils vont le présenter. Le fils amer qui s'accroche au pouvoir. Ils diront que je suis ingrat, que j'exploite le deuil. Marc a soupiré. Vous ne l'êtes pas. Vous défendez ce qui est juste. Je le sais, ai-je dit, mais savoir et faire sont deux choses différentes. Il a tapoté légèrement son stylo sur le bureau. Alors, que voulez-vous faire? J'ai pris une inspiration. Je veux attendre. Attendre quoi? Pour comprendre le jeu. Pour voir ce qu'ils pensent avoir déjà gagné. Ses sourcils se sont haussés, mais il n'a pas interrompu. Je ne suis pas prêt à faire du bruit, ai-je dit. Pas encore. C'est ce qu'ils attendent. Une réaction rapide, de l'émotion, un désordre public. Je veux en savoir plus avant de décider. Marc a secoué la tête lentement. Vous êtes calme. Trop calme. J'ai été calme toute ma vie, ai-je dit. C'est ce qui leur a permis de croire que je ne riposterais pas, il n'a pas essayé d'argumenter à nouveau. Il a juste fermé le dossier devant lui et s'est penché en arrière. Je n'ai pas peur du combat, ai-je dit. Je veux juste m'assurer que je sais exactement pourquoi je me bats. Il m'a longuement regardé. Il pense que vous êtes naïf. Il pense que j'ai peur de perdre. Le trajet de retour du bureau de Marc a été silencieux. Je n'ai pas allumé la radio. Je ne me suis pas arrêté. J'ai juste laissé les rues de Fort Worth défiler devant le pare-brise pendant que mes pensées se démêlaient lentement, comme le fil d'une vieille chemise qui se détache enfin après des années d'usure. Au moment où je suis rentré chez moi, le ciel s'était installé dans ce doux gris bleu texan. Pas encore sombre, mais presque. La lumière du porche s'est allumée alors que je déverrouillais la porte. Ce clic mécanique familier qui me rappelait autrefois qu'elle attendait à l'intérieur. Maintenant, il ne faisait qu'écho. J'ai accroché mon manteau, je me suis versé un verre d'eau et je me suis assis à la table de la cuisine, la même table que j'avais aidé à choisir à l'époque où elle voulait quelque chose de solide, pas de joli. Elle disait toujours que les meubles devaient survivre à vos humeurs. La maison était silencieuse. Pas d'appel téléphonique, pas de mais, pas un seul coup à la porte. Alors, j'ai sorti les vieux dossiers de l'entreprise que je gardais dans un tiroir depuis des années. Des archives papier, des notes de clients, des corrections manuscrites sur des contrats que nous n'avions jamais numérisés. Je les ai étalés sur la table et je les ai fixés. Pas pour trouver des réponses, pas encore. Juste pour voir ce qui remontait. C'est là que ça a commencé. La mémoire, non invitée et précise. Des nuits tardives au bureau, les lumières à moitié éteintes,
le bourdonnement du distributeur automatique plus fort que la conversation. Mon demi-frère sautant des réunions, puis se vantant dans la salle de pause d'avoir délégué. Je le couvrais. Je l'ai toujours fait. Ma mère me lançait ce regard reconnaissant, celui qui disait « Tu comprends comment faire avancer les choses. Pas de prime, pas de titre, juste tu es doué pour gérer les choses discrètement. » Ou l'année où nous avons perdu un client clé. Tout le monde a paniqué. Mon beau-père a blâmé un associé junior devant toute l'équipe. Je suis resté tard ce week-end-là et j'ai refait la présentation à partir de zéro. Quand le client est revenu, le mérite est allé à la direction. Je n'étais même pas mentionné dans l'email de résumé. À l'époque, j'ai haussé les épaules. C'est juste une affaire de famille, me disais-je. Pas de quoi en faire un plat. Mais ce soir, cette phrase avait un goût de poison. Ce n'était pas juste une affaire de famille. C'était une habitude. Un schéma que je les avais laissés façonner autour de moi. J'étais devenu le type qui comblait les lacunes, réparait les dégâts et restait en dehors des photos. Et ils aimaient ça. Les dossiers devant moi se sont un peu brouillés. J'ai cligné des yeux, j'ai pressé mes doigts contre mes yeux. La maison a craqué quelque part derrière moi. Puis un son plus silencieux a émergé. Quelque chose en moi, se fissurant. Ils ne m'ont pas exclu parce que j'étais faible. Ils m'ont exclu parce que je rendais les choses plus faciles en disparaissant. J'étais prévisible, silencieux, loyal, utile. Pas essentiel. J'ai fermé le dossier du dessus, j'ai passé ma main sur le bord de la table et je me suis assis en arrière. Une scène m'est venue à l'esprit, une à laquelle je n'avais pas pensé depuis des années. Il était tard. Ma mère venait de rentrer d'un dîner auquel elle ne voulait pas assister. Elle avait l'air fatiguée, son maquillage à peine estompé, ses yeux lourds. Je lui avais demandé si elle allait bien. Elle s'est versé un verre d'eau et est restée longtemps à l'évier avant de se tourner vers moi. « Je suis désolée, a-t-elle dit. J'ai demandé pourquoi. Elle a souri, triste et fatiguée. Juste pour comment les choses sont. Elle n'en a jamais dit plus. Je n'ai pas insisté. J'ai pensé qu'elle parlait du stress, de l'entreprise, de la dynamique familiale. Mais ce soir, ce souvenir m'a frappé différemment. Elle savait. Elle voyait la façon dont il m'utilisait, la façon dont elle laissait faire, parce que ça maintenait les choses à flot. Parce que c'était plus facile. Et je les laissais faire. J'ai regardé le vieux trousseau de clés posé à côté des dossiers. Ce n'étaient plus des outils. C'étaient des artefacts, la preuve de la durée pendant laquelle j'avais joué le rôle dont ils avaient besoin. Pas le fort, pas l'intelligent, celui qui s'assurait que personne d'autre n'ait à porter trop de poids. Le raisonnable. Ce titre me semblait autrefois un badge d'honneur discret. Maintenant, il me semblait une cage. J'ai ramassé les clés, j'ai senti leur poids dans ma paume. Pas un poids symbolique, de l'acier solide et réel. Le genre de poids qu'on ne remarque pas jusqu'à ce que vos doigts commencent à vous faire mal à force de le tenir trop longtemps. Je les ai posés et j'ai ouvert un nouveau dossier. Celui-ci contenait de vieux emails imprimés, des notes chronologiques, des directives griffonnées, des choses que personne d'autre n'avait pris la peine de garder. Je n'avais pas prévu de me présenter au tribunal le lendemain matin. Je n'étais pas prêt à déposer quoi que ce soit. Je n'étais même pas encore sûr de mon prochain mouvement. Mais je savais que quelque chose avait changé. Je ne les protégerais plus. Pas par loyauté, pas par habitude, pas pour maintenir la paix. Pas quand ils avaient décidé que je ne comptais pas. J'ai commencé à trier les papiers par année, à étiqueter les dossiers, à marquer les détails que je connaissais par cœur mais que je n'avais jamais documentés. Je ne le faisais pas pour les punir. Je le faisais pour arrêter de faire semblant. Je n'étais pas invisible pour eux par accident. Après une nuit tranquille remplie de plus de tri que de sommeil, je me suis réveillé avec un message sur mon téléphone. Réunion de famille, 13 heures. Salle du conseil. Pas de nom, pas de salutation, juste l'heure et le lieu. Comme si j'étais un entrepreneur. Pas du sang. Je n'ai pas répondu. Je me suis juste présenté. La salle de conférence était presque identique à celle que j'avais laissée quelques mois auparavant. Table en acajou poli, chaise en cuir, ce même buffet poussiéreux avec du café intact. Mais l'énergie, elle avait changé. Je pouvais la sentir avant même d'ouvrir la porte. L'air avait changé. Ils étaient déjà là. Mon beau-père à la tête de la table, flanqué de ses deux enfants.
des costumes un peu trop impeccables, des yeux un peu trop répétés. Le diaporama sur le mur brillait déjà avec une diapositive de titre « Nouvelle phase, héritage et expansion ». Héritage. Ce mot signifiait autrefois quelque chose dans ce bâtiment. C'était autrefois la chose que nous préservions, protégions, construisions lentement avec des nuits tardives et des marges plus serrées. Maintenant, c'était un argument de vente. Je suis entré, j'ai hoché la tête poliment et je me suis assis. La place que je prenais d'habitude, troisième à droite, la plus proche du projecteur où je pouvais répondre aux questions et réparer les dégâts en temps réel, était occupée. J'ai dû prendre une chaise du coin, la placer près du bout. Personne n'a dit un mot, juste quelques regards, comme si c'était moi qui étais en retard à un cours que je n'enseignais plus. Ils ne m'ont pas demandé comment j'allais, n'ont pas posé de questions sur les funérailles ou sur la façon dont je tenais le coup. Directement aux affaires. Mon beau-père s'est éclairci la gorge, s'est levé comme un PDG donnant une présentation aux investisseurs. Nous avons élaboré un plan pour la transition. La succession est presque finalisée, et nous pensons qu'il est temps d'agir de manière décisive. Il a cliqué sur la télécommande. Diapositive 1, projection. Diapositive 2, changement de marque. Diapositive 3, rationalisation des responsabilités de la direction. Pas de dette, pas de contrat en cours, pas de mention du procès avec le fournisseur qui dormait dans un dossier que je savais qu'il n'avait pas lu. Tout était si propre, de la fiction habillée en police d'entreprise. Sa fille est intervenue avec enthousiasme, montrant la partie du plan où elle dirigerait les opérations. Nous voulons prendre ce que maman a commencé et enfin le faire grandir. Maman. Pas notre maman, juste la sienne. Son fils s'est penché en arrière, les bras croisés, hochant la tête comme un homme qui vient de conclure un marché, pas d'en hériter un. Nous serons plus légers, plus intelligents. Fini les vieux systèmes, fini de trop réfléchir à tout. Cette phrase était pour moi. Je n'ai pas bronché. Je les ai laissés parler, diapositive après diapositive, mot après mot. J'ai regardé leur bouche bouger, j'ai noté la façon dont leur voix s'élevait avec assurance. J'ai attendu que la dernière diapositive s'éteigne et que la pièce se calme. Puis j'ai parlé. Avant de signer quoi que ce soit, ai-je dit, calme et mesuré. Vous voudrez passer en revue les passifs. Certains comptes ont des clauses de roulement. Il y a aussi un arriéré de fournisseurs que vous n'avez pas traité. 3 paires d'yeux ont cligné vers moi. J'ai continué, mais pas vite. Aussi, les marques n'ont pas été redéposées pour cette année. Cela affecte le changement de marque. Et l'assurance de l'installation du centre-ville, elle expire le mois prochain. Personne n'a pris de stylo. Personne n'a posé de questions. Mon beau-père a légèrement incliné la tête. Nous sommes au courant, a-t-il dit d'un ton plat. Sa fille s'est penchée en avant, un faux sourire étiré sur son visage. Tu réfléchis trop, comme d'habitude. C'est pour ça que papa ne t'a jamais confié de grandes responsabilités. Et voilà. Pas un débat, un rejet. Son fils a gloussé. Toujours à chercher ce qui ne va pas au lieu de ce qui est possible. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai laissé le silence s'installer. Je leur ai laissé voir que je n'étais pas secoué. Puis j'ai hoché la tête. Une seule fois. Très bien. Je me suis penché en arrière dans ma chaise, j'ai posé mes mains sur mes genoux. Je les ai regardés, pas en colère, pas brisés, juste les voyant clairement. Ils n'écoutaient pas. Ils ne l'avaient jamais fait. Ils pensaient que les faits étaient des frictions, que les avertissements étaient de la négativité, que la prudence était de la faiblesse. Je me suis levé lentement, ne ramassant que ma veste. À la porte, j'ai fait une pause, je me suis légèrement tourné. Assurez-vous juste de tout lire avant de signer, ai-je dit d'un ton égal. Chaque clause, chaque note de bas de page, chaque condition de renouvellement. Ils n'ont pas répondu. Ils ne m'ont même pas regardé. Je suis sorti et, alors que la porte se refermait derrière moi, je n'étais pas en colère. J'étais lucide. Ils ont pris mon avertissement pour de la faiblesse. Mais je n'ai pas argumenté. Je ne me suis pas défendu ni essayé de les éduquer. J'ai juste quitté la pièce, descendu le couloir silencieux, passé devant le même bureau de réception que je passais 100 fois par semaine. Personne n'a levé les yeux. Personne n'a dit au revoir. Le soleil penchait déjà vers l'ouest quand j'ai atteint ma voiture. L'air s'était rafraîchi et le verre du pare-brise a brûlé contre ma main alors que j'ouvrais la porte.
Je suis resté assis là une longue minute, moteur éteint, écoutant juste le tic-tac du métal qui se refroidit. Pas de radio, pas de téléphone qui vibre, juste le son du néant. De retour à la maison, le silence m'a enveloppé comme une couverture lestée. Je n'ai pas pris la peine d'allumer de lumière. Le bleu faible du lampadaire à l'extérieur de la fenêtre donnait juste assez de lueur pour se déplacer dans la maison sans se cogner. J'ai laissé tomber mes clés sur la table d'entrée et je suis allé directement à la cuisine. Mon corps semblait plus vieux qu'il ne l'était ce matin, comme si j'avais ajouté une décennie en un après-midi. Je me suis versé un verre d'eau, j'ai bu une gorgée, puis je l'ai reposé à moitié plein. Mes mains sont restées sur le comptoir plus longtemps que nécessaire. Puis je me suis dirigé vers le salon, j'ai desserré ma cravate et je me suis finalement assis. Pas de télé, pas de livre, juste le son du réfrigérateur qui bourdonne en arrière-plan. Et la pensée est venue, claire comme de l'eau de roche. Peut-être que je devrais leur laisser tout. L'entreprise, la succession, le récit. Laissez-les raconter l'histoire qu'ils veulent. Comment ils ont repris et sauvé l'héritage. Comment je n'étais pas à la hauteur du défi. Laissez-les le raconter à leur manière. Est-ce que ça compterait vraiment à la fin? C'était tentant, parce que l'alternative, se battre, signifiait des dépositions, des dates de procès, des cauchemars de relations publiques, des amis qui prennent parti, des avocats expliquant des choses que je savais déjà. Le nom de ma mère traînait dans des déclarations juridiques froides, ses intentions réduites à des clauses et des notes de bas de page. J'ai imaginé les gros titres, les commérages. Il est amer. Il essaie d'arrêter la nouvelle génération. Il est juste en colère de ne pas être le favori. Peut-être qu'ils avaient raison. Peut-être que j'étais en colère. Fatigué aussi. Fatigué de porter des choses que personne n'a jamais vues. J'ai pris mon téléphone. Le numéro de mon avocat était déjà épinglé en haut. Je l'ai regardé, j'ai survolé. Finissons en, ai-je murmuré à voix haute, en le répétant. Ces 4 mots, si simples. Laissez-les avoir. Laissez le bruit s'éteindre. Peut-être que je dormirai à nouveau. Peut-être que je trouverai autre chose à quoi m'intéresser. J'ai survolé le bouton d'appel, mais je n'ai pas appuyé. Mon pouce est resté gelé. Au lieu de cela, je me suis levé presque sans m'en rendre compte et je suis retourné vers la cuisine. Le verre d'eau était toujours sur le comptoir, intact. Mais ce qui a attiré mon attention, ce n'était pas le verre. C'était le tiroir à côté. Je l'ai ouvert par habitude. Je n'y avais pas regardé depuis des années. À l'intérieur se trouvaient de vieux dossiers, des documents de l'entreprise, des dossiers fiscaux, le désordre habituel d'une vie vécue près d'une entreprise familiale. J'ai fouillé dedans sans but. Juste des mains déplaçant du papier jusqu'à ce que je le voie. Un mince dossier en manille étiqueté de l'écriture de ma mère. Juste 3 mots. Note de contingence, personnelle. Je ne me souvenais pas l'avoir jamais vu auparavant. Je l'ai apporté à la table et je me suis assis. La seule lumière venait maintenant de la hotte de la cuisinière. Je l'ai ouvert. Rien de dramatique à l'intérieur. Pas de lettres secrètes ni de révélations fracassantes. Juste une collection de notes de réunion, de commentaires en marge, ses propres rappels personnels. Il y avait des onglets autocollants sur des sections de contrat, des clauses soulignées, ses propres pensées griffonnées au stylo, généralement des choses comme ceci protège l'équipe ou assurez-vous qu'il ne saute pas cette étape. Ce n'était pas ce qu'elle écrivait, c'était comment elle l'écrivait. Avec soin, avec précision, avec une attention totale à ce qui viendrait après elle. Elle avait planifié. Elle n'avait pas laissé les choses au hasard. Et c'est là que ça m'a frappé. Si je partais, il n'effacerait pas seulement moi. Il l'effacerait elle. Il revendiquerait la propriété non seulement des actifs, mais de l'intention, de l'héritage, du souvenir de qui a fait quoi et pourquoi. Et je ne pouvais pas laisser ça arriver. Pas parce que je voulais me venger, pas parce que j'avais besoin de reconnaissance. Parce que la vérité compte. J'ai fixé le dossier pendant un long moment, mon doigt traçant son écriture comme si c'était quelque chose de sacré. Puis je l'ai fermé avec précaution, comme si le bruit pouvait la réveiller. Je suis retourné au salon. Le téléphone était toujours sur le canapé où je l'avais laissé. Je n'ai pas appelé mon avocat. Je n'ai appelé personne. Je me suis juste assis, les yeux ouverts, la colonne vertébrale plus droite qu'elle ne l'avait été depuis des jours. Je n'allais rien faire exploser. Pas encore.
Mais je ne fermais plus les yeux non plus. Abandonner aurait été plus facile que de dire la vérité. Mais la vérité avait déjà pris racine. Silencieusement, comme une écharpe sous la peau, elle avait commencé à se frayer un chemin. Pas avec des cris ou des menaces, mais avec un changement si subtil que je l'avais à peine remarqué moi-même. Une semaine avant l'audience, je me suis réveillé différent. Pas plus en colère, pas plus bruyant, juste calme. Je bougeais plus lentement, mais pas parce que j'étais fatigué. Je ne portais plus l'urgence de corriger chaque fausse supposition, chaque réécriture commode. Je les ai laissés croire ce qui les rassurait le plus. Laissez-les me qualifier de froid, de distant, de difficile. C'était bien maintenant. J'avais arrêté de les porter. Ce matin-là, j'ai boutonné ma chemise sans vérifier mon reflet. Je savais à quoi je ressemblais. Le bureau de mon avocat était à 10 minutes, mais je me suis donné 30 minutes. Je ne me précipitais plus dans quoi que ce soit. Quand je suis arrivé, Jeff, mon avocat, attendait déjà dans la salle de conférence au mur de verre. Il s'est levé en me voyant, plein d'espoir, prêt pour la stratégie. « Vous êtes prêt à aller de l'avant ?» a-t-il demandé. Je me suis assis en face de lui et j'ai posé mon dossier, maintenant mince, sur la table. « Je suis prêt à leur laisser tout », ai-je dit. Il y a eu une longue pause. Il a cligné des yeux une fois, puis s'est penché en avant, incertain s'il m'avait bien entendu. « Leur laisser tout ?» J'ai hoché la tête une fois. « Tout ?» Il a ouvert la bouche, puis l'a fermée. Ses doigts ont tambouriné contre le bord de son bloc-notes. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Ce n'est pas une reddition, ai-je dit calmement. C'est une libération. Il avait l'air vraiment perplexe. Vous avez un dossier solide. Vous pourriez vous battre. Je sais. Et vous? Quoi? Vous abandonnez? Non. J'ai croisé son regard. Je ne les protège plus. C'est tout. Il s'est penché en arrière, les bras croisés. Expliquez. Je n'ai pas beaucoup expliqué. Juste assez. Pendant des années, j'ai maintenu les choses à flot en coulisses. J'ai pris des coups pour qu'ils n'en prennent pas. J'ai gardé le silence pour que le nom reste propre. Ils veulent les projecteurs maintenant. Laissez-les prendre tout ce qui va avec. Jeff a expiré par le nez. Vous jouez le long jeu. Non, ai-je dit. J'ai juste fini de jouer leur jeu. Il a hoché la tête lentement, comme s'il commençait à en voir la forme. L'après-midi, la nouvelle s'était répandue. L'assistante de mon beau-père a envoyé une brève note joyeuse. J'ai entendu dire que vous ne contestez pas. Heureux que nous puissions avancer pacifiquement. Pacifiquement. Comme si ce mot avait jamais signifié la même chose pour les deux parties. En début de soirée, j'ai reçu un appel de ma demi-sœur, Rachel. Je n'ai pas répondu. Puis un texto. Je suis contente que tu sois raisonnable. Ça signifie beaucoup pour papa. Raisonnable. J'avais entendu ce mot toute ma vie. Traduit, ça signifiait silencieux. Ça signifiait coopératif. Ça signifiait le merci de ne pas nous faire mal paraître. Ils ont pris ma décision comme une concession, comme si j'avais enfin accepté ma place sur la touche. Ils n'y ont pas vu la vérité. Plus tard cette semaine-là, je les ai croisés brièvement dans un endroit neutre. Ils étaient tous là. Rachel, les bras croisés en signe de victoire. Evan, mon demi-frère, faisant la conversation. Il ne le pensait pas. Mon beau-père, tout sourire et charme. J'apprécie que tu n'aies pas fait traîner les choses, a-t-il dit en me serrant la main comme si nous étions à nouveau des partenaires commerciaux. Il faut un vrai homme pour savoir quand se retirer. J'ai souri, un petit sourire. Pas parce que j'étais d'accord, mais parce que ça n'avait plus d'importance. Assurez-vous juste de tout lire avant de signer, ai-je dit. Rachel a ri légèrement. On a des gens qui s'en occupent. J'en suis sûr. Je ne me suis pas attardé. Je n'ai pas expliqué. Je les ai laissés continuer à croire qu'ils avaient gagné quelque chose. Cette nuit-là, à la maison, j'ai posé mes vieilles clés de bureau sur le bureau où ma mère faisait les impôts de notre famille. Pendant des années, ces clés avaient été un symbole de devoir. Maintenant, ce n'était que du métal, froid, sans poids. Pour la première fois, je ne pensais pas à ce que j'avais perdu.
Je pensais à ce que je n'aurais plus jamais apporté. Les emails, les chuchotements, les demandes à huis clos. La façon dont il se penchait sur moi quand les choses se fissuraient, mais ne me créditait jamais quand elles tenaient. Maintenant il pouvait tout porter. Il pensait avoir gagné. Et avec cette illusion en place, ils sont devenus plus bruyants. Je l'ai remarqué 3 jours après avoir dit à mon avocat que je ne contesterais pas. Le changement n'était pas dans la paperasse ou les dates de procès. C'était dans leur posture. La suffisance, la façon dont ils remplissaient chaque pièce comme si la victoire leur donnait de l'oxygène. Soudain, je n'étais plus seulement oublié. J'étais réécrit. J'en ai eu vent par une connaissance commune. Un homme plus âgé qui avait connu ma mère pendant des décennies, quelqu'un dont le silence avait toujours signifié la loyauté. Il m'a arrêté devant l'épicerie. J'ai entendu dire que tu te retirais, a-t-il dit, comme si c'était une nouvelle que je n'avais pas vécue. Puis il a ajouté, prudent mais curieux, ils ont dit que tu n'étais jamais vraiment impliqué. Je n'ai rien dit au début. Je l'ai regardé de la manière dont on regarde un homme qui n'a entendu qu'un côté de l'histoire mais ne l'a pas encore réalisé. Puis j'ai hoché la tête une fois et j'ai dit, c'est ce qu'il raconte. Il a haussé les épaules. Quelque chose à propos de la pression qui n'est pas pour tout le monde. Cette nuit-là, j'ai reçu 3 autres appels. D'anciens collègues, un ancien investisseur, l'une des amies de maman de son cercle d'église. Chaque appel différent, mais chacun de porter une version de moi qui n'existait pas. J'ai entendu dire que tu n'es pas fait pour la politique. Je suppose que tu n'as jamais voulu de l'entreprise après tout. J'ai toujours pensé que tu étais le silencieux. Il s'avère que tu étais juste parti. Parti. Je suis resté avec ce mot plus longtemps que prévu. Pas en colère, même pas blessé, vraiment. Juste calme. Il ne m'attaquait pas directement. Pas de mais, pas de messages vocaux, juste des chuchotements dispersés et inoffensifs en eux-mêmes. Mais ensemble, ils peignaient un tableau, un qui faisait de moi le fantôme de l'histoire. Je n'étais pas surpris, mais je mentirais si je disais que ça ne m'a pas piqué. Il y a eu des moments où j'ai rédigé des messages tard dans la nuit, des notes à moitié écrites défendant la vérité. J'ai tapé des noms, des dates, des décisions que j'avais prises qui ont maintenu cette entreprise debout quand personne d'autre n'avait le courage de prendre la décision. Je me suis souvenu des conversations en salle de conseil que je n'étais pas censé entendre, des urgences que j'ai gérées pendant qu'ils étaient en vacances, des accords que j'ai conclus sous leur nom. Et pourtant, j'ai supprimé chaque message que j'ai commencé. Pas parce que je ne voulais pas me défendre. Dieu sait que je le voulais. Mais parce que je savais ce que répondre ferait. Il voulait que je réagisse. Il comptait dessus. Un communiqué de presse de ma part, une interview, un post en ligne, et soudain je serais la mère, le fils rancunier, le mauvais perdant essayant de réécrire un testament avec des mots. Alors je n'ai rien dit. Je ne suis pas resté silencieux par peur. Je suis resté silencieux parce que je savais que le silence aurait plus de pouvoir que n'importe quelle réfutation. Laissez le bruit grandir. Laissez-les se sentir en sécurité. Laissez-les confondre l'immobilité avec la reddition. Et ça a marché. Leur confiance a gonflé, trop grande pour les pièces dans lesquelles ils entraient. Ils ont commencé à se précipiter, à parler plus vite, à faire passer des documents sans l'examen juridique habituel. J'ai regardé de loin, observant comment ils géraient la responsabilité maintenant qu'ils avaient mis de côté le seul qu'il apportait pour eux. Au palais de justice, 2 jours avant l'audience finale, j'ai croisé Rachel dans le couloir. Elle était en plein rire, les cheveux bruchés, les talons claquant comme des applaudissements sur le sol en marbre. Elle n'a même pas bronché en me voyant. « Oh, te voilà » a-t-elle dit comme si nous étions des amis d'université, nous croisant par hasard. « Tout bouge enfin, hein. » On dirait bien, ai-je répondu. Elle m'a fait ce sourire mielleux, trop poli pour être sincère. « Je sais que ça a été dur pour toi, mais je pense qu'au final, c'est mieux pour tout le monde. » Je n'ai pas répondu, j'ai juste hoché la tête une fois. Puis elle a ajouté, presque comme une pensée après coup, je veux dire, tu n'as jamais aimé être sous les feux de la rampe de toute façon. Cette partie, c'était délibéré. J'aurais pu répondre. J'aurais pu lui rappeler qui a construit les systèmes informatiques qu'ils utilisaient encore. Qui a géré les finances quand notre beau-père a oublié la paie il y a 3 ans. Qui est resté debout 2 nuits de suite quand l'entrepôt a été inondé, coordonnant le nettoyage pendant qu'elle postait des selfies d'un mariage à Napa. Mais au lieu de ça, j'ai souri.
Un petit sourire poli, douloureusement mesuré, et je suis parti. Le même après-midi, je me suis assis sur un banc à l'extérieur du palais de justice pendant que le soleil tombait derrière les bâtiments. J'ai reçu un autre appel de quelqu'un qui travaillait autrefois sous mes ordres, maintenant apparemment sous les siens. Elle dit aux gens que tu ne t'es jamais soucié de l'entreprise, a-t-il dit. Que tu ne voulais pas de la pression du leadership. Je l'ai remercié, puis j'ai demandé s'il avait lu ce qu'il signait la semaine prochaine. Il a fait une pause. Pas encore. Pourquoi? Je n'ai pas répondu à cette question. Au moment où je suis rentré chez moi, il faisait noir. La maison était silencieuse, comme je la préférais maintenant. Je me suis versé un verre d'eau, je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai sorti un petit dossier que je n'avais pas touché depuis des mois. À l'intérieur se trouvaient des copies des accords originaux. Des notes de ma mère écrites de sa main, soignées, propres, stables. Elle avait laissé des notes en marge, des questions, des clauses soulignées. Elle n'avait pas été confuse. Elle savait ce qu'elle mettait en place, et moi aussi. Je n'avais pas besoin de gagner au tribunal. Je n'avais pas besoin d'une décision de juge ou d'un communiqué de presse ou d'un tour de victoire. J'avais besoin d'une seule chose, que la vérité soit là où elle devait être. Et la vérité était dans l'encre. Dans la formulation qu'ils n'ont jamais pris la peine de lire. Dans les obligations liées aux actifs qu'ils revendiquaient sans vérifier les pièces jointes. Dans les clauses qui ressemblaient à du langage technique jusqu'à ce qu'elles deviennent de réelles conséquences. Ils étaient si occupés à me réécrire qu'ils ont oublié de lire ce qu'ils signaient. Au lever du jour, l'air était trop calme pour être ordinaire. Le genre de calme qui s'installe juste avant quelque chose d'irréversible. Je me suis réveillé avant le soleil et j'ai bougé sans me presser. Douche, café, costume repassé la veille. Je n'ai pas mangé. Je n'en avais pas besoin. Les nerfs ne m'ont pas visité ce jour-là. Il n'y avait plus rien à défendre. Je suis arrivé en avance. Trop en avance. Mon avocat m'a salué d'un signe de tête. Mallette dans une main, téléphone dans l'autre. Nous avons pris nos places près de l'avant, juste décentrés, assez près du banc, assez loin pour rester à l'écart. La salle d'audience sentait légèrement le bois poli et les vieux dossiers. Familier, pas réconfortant. De l'autre côté de l'allée, ils sont entrés tous en même temps. Mon beau-père et ses 3 enfants, bruyants dans leurs mouvements, bien qu'aucun mot ne soit passé entre nous. Un rire qui n'atteignait pas les yeux. Rachel portait du rouge, trop audacieux pour un tribunal, trop confiante pour s'en soucier. Elle m'a regardé une fois, n'a pas souri, m'a juste scanné comme si j'étais un meuble qu'elle avait déjà décidé de jeter. Leur avocat a suivi. Manche trop longue, sourire trop court. Il marchait comme un homme qui connaissait l'issue. On pouvait le voir dans leur posture. Les épaules en arrière, les téléphones sortis, les mains tapotant comme s'ils faisaient déjà des projets de dîner pour après. Le juge est arrivé 15 minutes plus tard, efficace, aux cheveux gris, déjà ennuyé. Des cas comme celui-ci n'étaient pas nouveaux pour lui. Succession, signature, enfants adultes avec des blessures qu'il refusait de nommer. Juste de la paperasse et du temps. Nous nous sommes levés, nous nous sommes assis, la routine a suivi son cours. Leur avocat a commencé. Votre honneur, ce que nous avons ici est un transfert de succession propre et non contesté, conformément aux dernières volontés de feu Madame Whitman, tel que décrit dans l'accord formel et soutenu par toutes les parties nécessaires. Il a utilisé le mot tout 4 fois en l'espace de 2 minutes. Sa voix était mielleuse, épaisse de certitude. Tous les actifs, toutes les participations, tous les intérêts de l'entreprise, le tout sans dette, entièrement consenti. Je suis resté immobile. Mon avocat n'a pas bougé. Quand le juge s'est tourné vers moi, je me suis levé. Pas lentement, pas vite. Juste assez pour faire comprendre que je savais où j'étais et pourquoi. Vous, M. Whitman, consentez-vous à l'accord tel que présenté, a demandé le juge. Oui, ai-je dit simplement. Vous avez examiné toutes les conditions? Je les ai examinées. Le juge a semblé satisfait. Il a fait signe de procéder à la signature. Ma signature est venue en premier. Je me suis penché en avant, le stylo à la main, et j'ai écrit mon nom sans pause, sans drame. Puis ce fut leur tour. Rachel d'abord, puis Daniel, puis Adam, mon beau-père en dernier. Ils ont souri en signant. Pas de grand sourire, juste assez pour dire « nous avons gagné ».
puis est venue la lecture. Le juge a demandé que le conseil examine l'accord complet à voix haute pour le dossier public. Leur avocat n'a pas bronché. Il était prêt à ce que la victoire résonne. Il a tourné la première page. A commencé. Préambule. Date. Juridiction légale. Tout était standard. Il a tourné la page. Section 14. Il a commencé, puis s'est arrêté. Ses yeux n'ont pas bougé. Ils sont restés fixés sur une ligne. Il n'y a pas eu de halètement, pas de papier qui tombe, pas de musique dramatique. Juste l'immobilité. Il a cligné des yeux une fois, a avalé une fois, puis a levé les yeux. D'abord vers le juge, puis vers moi. Silence. Le juge s'est éclairci la gorge. Conseil? Oui, votre honneur, a dit l'avocat, la voix sèche. Je vais continuer. Mais son ton avait changé, et la pièce aussi. Section 14, a-t-il répété. Clause de prise en charge des passifs. Il l'a lu à voix haute, mot pour mot. La clause était simple, sans ambiguïté et dévastatrice. Tous les passifs, y compris les obligations contractuelles en cours, les impôts fonciers, les rémunérations différées et les réclamations en litige en cours, seront assumés en totalité par les bénéficiaires lors du transfert des actifs de la succession. Les mots sont restés en suspens. Personne n'a bougé. On pouvait sentir l'onde de choc, le moment où la compréhension a traversé leur fausse victoire comme une fissure dans du verre. Rachel s'est penchée en avant, chuchotant quelque chose à leur avocat. Il ne lui a pas répondu. Il a juste tourné la page suivante et a continué à lire. Daniel a sorti son téléphone. Le juge l'a regardé sèchement et il l'a rangé sans le déverrouiller. Mon beau-père s'est agité sur son siège, a croisé les jambes, les a décroisées, s'est essuyé le front avec une main tremblante. La lecture a continué, mais aucun d'entre eux n'a entendu le reste parce que la pièce avait déjà changé. Le pouvoir est une chose étrange. Parfois, il change avec le volume, d'autres fois avec le silence. Cette fois, il a bougé avec une phrase sur une page que personne n'avait pris la peine de lire. Quand la lecture s'est terminée, le juge s'est tourné vers moi. Monsieur Whitman, a-t-il dit, neutre mais précis. Reconnaissez-vous avoir pleinement compris les termes que vous avez signés aujourd'hui? Je n'ai pas souri. Je n'ai pas cligné des yeux. J'ai juste dit ce qu'il fallait dire. Oui, complètement. Personne d'autre n'a parlé. Il n'y a pas eu d'argument, pas de rétractation. Ils avaient signé. Et maintenant, le poids qu'ils s'étaient battus pour réclamer était entièrement le leur. Pas seulement les actifs, pas seulement le titre. Tout. Pour la première fois, ils ont compris ce que tout signifiait vraiment. Je ne suis pas resté pour assister aux conséquences. Une fois que le juge a levé la séance, j'ai rassemblé mes papiers et je suis sorti de la même manière que je suis entré, discrètement, sans me retourner. Le couloir à l'extérieur de la salle d'audience était plus froid que je ne m'en souvenais. Peut-être que c'était juste le contraste, la libération après des semaines de retenue. Mon avocat m'a demandé si je voulais prendre un café. Je lui ai dit non, et je suis sorti à l'air libre, seul. Il n'y avait pas de satisfaction en moi, juste une immobilité étrange et inconnue. Pas de poing levé en signe de triomphe, pas de discours préparé pour la presse. Il n'y avait même personne qui m'attendait. C'était le but. Dehors, le ciel s'étendait, propre et pâle. La circulation de Forward se déplaçait comme toujours, indifférente. Je suis resté un moment sur les marches du palais de justice, non pas parce que j'avais besoin de réfléchir, mais parce que pour une fois, je n'en avais pas besoin. Leur avocat a évité mon regard en passant. Je n'attendais pas d'excuses de sa part, ni de la part d'aucun d'entre eux, et je n'en avais pas besoin. Dans les jours qui ont suivi, des nouvelles ont filtré par les canaux dont j'étais discrètement sorti. Des amis qui siégeaient encore dans des salles de conseil m'ont parlé de réunions d'urgence, d'états financiers à moitié terminés, d'obligations qui avaient été autrefois enterrées sous des titres propres et des listes d'actifs. Certains ont souri en me le disant, d'autres ne savaient pas quoi dire. Je n'ai répondu à rien de tout cela. Le poids n'était plus le mien. Un matin, peut-être une semaine et demie après l'audience, mon téléphone s'est allumé avec son nom, Steven Whitman. Pas de message joint, juste un appel. Il a sonné 5 fois, puis s'est arrêté. J'ai regardé l'écran s'éteindre. 2 minutes plus tard, un message vocal est arrivé.
Je ne l'ai pas écouté tout de suite. J'ai fini ce que je faisais, plié une chemise, je crois, et je me suis versé un verre d'eau. Quand j'ai finalement appuyé sur play, je me tenais près de la fenêtre de la cuisine. Et, c'est Steve. Il s'est éclairci la gorge. Je pensais juste qu'on devrait peut-être parler. Pas de tout ça. Juste. Je ne sais pas, voir comment tu vas. Peut-être déjeuner ou quelque chose comme ça. C'était tout. Pas de désolé, pas de reconnaissance, pas même de curiosité. Juste de l'inconfort déguisé en sollicitude. Je l'ai supprimé sans le sauvegarder. Quelques jours plus tard, j'ai traversé la ville, non pas pour affronter qui que ce soit, non pas pour faire une scène. Je me suis garé devant l'immeuble de bureau où j'étais entré tous les matins pendant près de 2 décennies. L'enseigne portait toujours le nom de ma mère, des lettres en gras sur de l'acier brossé. Ce ne serait plus le cas pour longtemps. Le hall était calme. L'immobilité du début d'après-midi. Une nouvelle réceptionniste que je ne reconnaissais pas était assise derrière le comptoir. Elle a levé les yeux avec un sourire poli. J'ai hoché la tête, n'ai rien dit et me suis approché du bureau. De ma poche, j'ai sorti le trousseau de clés que je portais depuis que j'avais 27 ans. Stockage du bureau. Porte arrière. Archives. Je les ai posées doucement sur la surface en bois. Le son du métal heurtant le bois était à peine audible, mais pour moi, c'était final. Je suis juste ici pour déposer ça, ai-je dit. Elle a commencé à me demander mon nom. Je ne l'ai pas donné. Je me suis retourné et je suis parti. Dehors, la lumière avait changé. Une brise traversait le parking, agitant les feuilles, les emballages, les vieux reçus. Je me suis tenu près de ma voiture, regardant en arrière une dernière fois, non pas par nostalgie, mais pour m'assurer que je ne ressentais rien. Et je ne ressentais rien. J'ai continué à avancer. Plus tard dans la nuit, assis près de ma fenêtre avec une tasse de café tiède, j'ai pensé à la façon dont les gens n'arrêtaient pas de me demander si j'avais gagné, comme si ce mot signifiait quelque chose. Comme si la paix pouvait se mesurer en dollars ou en biens immobiliers. Non, je n'ai pas gagné. Mais j'ai arrêté de perdre. Je n'ai détruit personne. Je ne les ai pas exposés. Je n'ai pas cherché à me venger. Je n'ai pas griffé pour un projecteur ou chuchoté des secrets aux oreilles des journalistes. J'ai lâché prise. J'ai arrêté de protéger des gens qui n'ont jamais hésité à me briser. Je leur ai donné ce qu'ils prétendaient vouloir. Et il s'est avéré que rien de tout cela n'était gratuit. Ce que je leur ai donné, c'est ce qu'ils exigeaient. Ce que j'ai gardé, c'est ce qui comptait. Certains matins maintenant, je me fais mon propre café et je le bois pendant que le ciel est encore indécis sur la journée. Je vais me promener sans regarder l'heure. Je fais mes courses sans penser aux réunions du conseil d'administration. Parfois, je m'arrête même pour parler avec des voisins. Des gens à qui je faisais un signe de la main mais que je ne connaissais jamais. Il n'y a pas de gros titres sur moi, pas d'arguments à finir, juste de petites journées qui me semblent à nouveau les miennes. Je sais qu'ils ont des difficultés. Je sais que le chaos dont je suis sorti se déroule toujours à huis clos et derrière des déclarations polies. Mais je ne regarde pas. Je n'en ai pas besoin. Ce n'est pas un conseil. Je ne suis pas là pour vous dire comment pardonner ou quand vous battre. Mais s'il y a une chose que j'ai apprise, c'est celle-ci, parfois, la chose la plus forte que vous puissiez faire n'est pas de vous battre. C'est d'arrêter de tenir ce qui ne cesse de vous briser. Je n'ai pas perdu ma famille ce jour-là. J'ai perdu le rôle qui me faisait du mal.